Anne-Simone et Josette Ferral nous aideront à élargir encore, si c'est possible, les champs de questionnement d'aujourd'hui, et à la fois avec la question de l'animal et de l'animalité qui a été mentionnée à plusieurs reprises, même si de manière jusqu'au présent un peu marginale, mais elle est là. Et Josette Ferral, évidemment, nous donnera son avis par rapport sur la grande question de la performance. Donc, je cède la parole à Vidal qui va les introduire. Et après, on va discuter tous ensemble. Je présenterai très brièvement à Anne-Simon et Josette Ferral, que je remercie d'être avec nous. Anne-Simon est chargée de recherche au CNRS, rattachée au CRAL, le Centre de recherche sur les arts et le langage de l'École des études en sciences sociales. Ses recherches portent sur la littérature de langue française depuis Proust. Son premier livre, je crois, paru en 2000, s'inspire de la phénoménologie de Merleau-Ponty pour aborder l'appréhension du réel dans la recherche du temps perdu. Depuis lors, Anne-Simon a écrit sur Proust et la philosophie contemporaine, et elle explore les questions du vivant, de la corporéité, y compris du corps féminin, et de l'animalité dans la littérature. Et Josette Ferral, après avoir été longtemps professeure à l'École supérieure de théâtre de l'Université de Québec à Montréal, est devenue professeure à l'Institut d'études théâtrales de l'Université Paris 3. Ses recherches portent sur la performativité et la performance, les nouvelles formes scéniques, l'interdisciplinarité et le multiculturalisme. Outre de nombreux articles et ouvrages collectifs, elle a publié entre autres Mise en scène et jeux de l'acteur, ce sont 3 tomes d'entretien avec des metteurs en scène, 2 volumes consacrés au Théâtre du Soleil, un essai sur l'économie politique du théâtre au Québec, et en 2011, une théorie et pratique du théâtre, dont le titre dit bien les 2 univers qu'elle cherche constamment à rapprocher. Alors, bienvenue et merci. Anne. D'accord. Alors, merci beaucoup pour cette invitation. Effectivement, moi, je vais être un peu comme Georges Didier Huberman, peut-être un tout petit peu décalé, mais je suis vraiment heureuse de participer à cette journée dans la mesure où, effectivement, la question du sensible, vous l'avez rappelé, m'accompagne depuis le début de ma réflexion sur les pouvoirs, du poétique, capable de rendre compte précisément de ce qui semble a priori lui être réfractaire à l'ordre du langage. Et je me suis ainsi interrogée il y a un certain temps sur l'expression du sensible dans l'œuvre de Proust, qu'on considérait encore alors comme un idéaliste bien souvent. Et ce qui m'intéressait, c'était d'élaborer une approche conjointe du style et du sensible, tous deux fondés sur des questions comme la profondeur, la surimpression. On a parlé de Vermeer tout à l'heure, la surimpression des couches. Chez le peintre et chez l'écrivain, sur des phénomènes d'enchâssement. Avec Merleau-Ponty, évidemment, on est dans des enchâssements sensibles, dans des enroulements qui sont à la fois sensuels et violents. Il ne faudrait pas mésestimer la question de l'adversité chez Merleau-Ponty comme chez Proust. Alors, je rappelle à cet égard que la question des rapports entre la pensée et l'incarnation, entre la découverte de la vérité et du corps est évidemment cruciale chez Proust. La première réminiscence qui a lieu dans la recherche n'a pas lieu dans une bibliothèque, c'est pas pour nous mener vers l'extratemporalité. Elle a lieu dans des latrines aux Champs-Élysées, qui sont des lieux à la fois infernaux et paradisiaques. Et c'est pour nous mener vers la question du désir et du désir incestuel, puisque c'est le désir pour la Dame en rose, la future mère de Gilberte. Alors j'étais, et je suis toujours d'ailleurs, fascinée par le constat proustien d'une indissociabilité du sensible et de l'idéal, une indissociabilité qui ne se résorbe jamais chez lui quand il aborde la question du sensible à travers son style, dans une fusion, mais qui s'élabore ou s'œuvre au sens actif, dans une tension, dans un bouger, dans un mouvement permanent. Alors la motion et l'émotion, au sens l'émotion du métaphorique, au sens étymologique, sont bien sûr au fondement du savoir cognitif chez Proust, et on retrouve ici tout un certain pré-savoir merleau-pontien. Merleau-Ponty va beaucoup s'inspirer, on va le voir, de cette idée. Alors, je vous rappelle par exemple un passage qui décrit l'église de Carqueville dans la recherche, qui est recouverte d'un lierre mouvant qui à la fois masque et révèle l'idée d'église, qui la révèle parce que le lierre la masque.
Un lierre dont la mouvance, on va le voir, et le caractère surgissant, renvoie à des modes récurrents de l'apparaître du sensible, que ce soit dans Jean Santeuil ou dans la recherche. Dans le bloc de verdure devant lequel on me laissa, il fallait, pour reconnaître une église, faire un effort qui me fit serrer de plus près l'idée d'église. Mais l'idée, on va le voir, prend vie très rapidement et s'intériorise dans le sensible. Un peu de vent soufflait, faisait frémir le porche mobile que parcouraient des remous propagés et tremblants comme une clarté. Les feuilles déferlaient les unes contre les autres et frissonnantes, la façade végétale entraînait avec elle les piliers onduleux, caressés et fuyants. L'idée, comme Albertine, comme l'animal dont je parlerai tout à l'heure brièvement, pourrait bien s'avérer un être de fuite. Nous ne pensons pas malgré notre corps, bien sûr, mais avec et en lui. Et l'épaisseur, tout comme les lacunes, c'est ce que rappelait Georges Didier Huberman tout à l'heure, l'épaisseur, tout comme les lacunes des choses et des êtres, sont les modes mêmes qui rendent leur saisie possible. Donc on comprend que Proust apparaisse à cette nervure fondamentale du visible et l'invisible à la fin du visible et l'invisible, dans le chapitre sur l'entrelac et le chiasme, qui consacre le virage ultime de Merleau vers une rénovation philosophique du langage et de la philosophie. On touche ici au point le plus difficile, c'est-à-dire au lien de la chair et de l'idée, du visible et de l'armature intérieure qu'il manifeste et qu'il cache. Personne n'a été plus loin que Proust dans la fixation des rapports du visible et de l'invisible, dans la description d'une idée qui n'est pas le contraire du sensible, qui en est la doublure et la profondeur. Alors ce terme sensible, et je reviens au titre de votre journée, œuvre effectivement. Il nous travaille à partir de deux caractéristiques éminemment stimulantes, évidemment. Il s'agit d'une part du caractère amphibologique du sensible, qui hésite entre le nom, qui est censé dire la substance, et l'adjectif, qui déclinerait la sensuelle pluralité des qualités. Et on rejoint les qualia évoqués tout à l'heure. Il s'agit d'autre part de l'équivocité du sensible aux antipodes de son sens ou de son bon sens anglais. Comme le précise Deleuze, les philosophes discutent autour de ce que doit être premier principe de l'être. Enfin, premier principe, pardon. L'être, le moi, le sensible, point d'interrogation. Mais ce n'est vraiment pas la peine d'invoquer la richesse concrète du sensible si c'est pour en faire un principe abstrait. Cette équivocité concrète et salutaire du sensible nous renvoie donc à son oscillation permanente entre l'interne et l'externe, entre l'actif et le passif, entre l'objectif et le subjectif. Elle nous renvoie aussi, cette équivocité, à l'aura sémique, tous les sèmes qui environnent la question et la notion du sensible, à cette pluralité diffuse de notions vagues qui l'entourent, qui l'environnent, et qui contribuent, à mon avis, à sa fascinante extension. Une pluralité de notions qui nous embranchent tantôt sur la sensation, tantôt sur le sentiment, tantôt sur la sensibilité, voire pire, sur les trois à la fois. Alors évidemment, tout ça, c'est très difficile à mesurer. Pendant longtemps, la sensibilité n'a pourtant pas eu bonne presse dans la langue philosophique. C'est un terme à éviter avec soin, nous dit Lalande, dans tous les cas où la langue philosophique a besoin d'être précise. C'est l'édition de 1926 du vocabulaire technique et critique de la philosophie. Il est bien sûr inutile de vous dire que la porosité au monde sensible, à la sensibilité des autres, à ce que Proust appelle l'écrivain préféré, qui peut devenir un écrivain décisivement honni, chez Barthes ou chez Sartre par exemple, inutile de vous dire que cette porosité n'a cessé de constituer un des carburants les plus puissants de la création de concepts ou de la réflexion chez les philosophes ou les théoriciens des années 70. Alors, il ne me reste plus beaucoup de temps, je pense, mais 3 minutes. Et donc, je voudrais expliquer que finalement, que je suis arrivée à la question de l'indissociabilité de la pensée et du sensible, non pas à travers la neuroesthétique, et je vous remercie de m'avoir relié à ce champ, mais par la question de l'incarnation phénoménologique. On me demande souvent comment je peux travailler à la fois sur Proust et sur la présence furtive, quasiment absente des bêtes en littérature. C'est précisément à partir de cette plaque tournante que constitue le sensible, qui nous englobe et que nous sécrétons à la fois. On retrouve cette activité-passivité dont je parlais tout à l'heure. Et évidemment, il y a bien des savoirs qui sont afférents à l'expérience de l'incarnation, et ces savoirs ne sont pas toujours et bien fréquemment c'est rare qu'ils soient finalement thématisés et de l'ordre du logos.
Alors les bêtes ont bien des choses à nous dire et il faudrait pouvoir les suivre, pour emprunter un terme cher à Derrida. Il faudrait pouvoir suivre les écrivains qui nous mènent sur leurs traces, qui nous mènent vers leur furtivité et leur propension à s'effacer devant les hommes, en ne leur laissant bien souvent que le fumet sensible-insensible de leur présence déjà passée, en ne leur laissant souvent aussi que le fumet d'une peur qui les conduit à ne se donner, ces bêtes, que sur le mode de l'apparition, du surgissement, de la rencontre, au sens où Georges Didier Huberman a pu aussi l'évoquer. Je penserais, il y aurait beaucoup à dire sur le grand herbivore qui, de Maurice Genevoix à Jean Rollin ou à Garcin, en passant par Marie Darrieussecq et récemment Olivier Rosenthal, le grand herbivore qui saute de page en page et de livre en livre. Il y aurait beaucoup aussi à dire sur la très paradoxale sensibilité de Moby Dick, qui n'est jamais aussi présent que sur le mode du désir et de l'absence. Et donc je terminerai pour dire que finalement, ce qui a été longtemps un des grands thèmes de la littérature animalière, qui n'est pas une petite littérature, ça a été la question de la chasse et de la traque. La chasse, la traque qui sont, selon Carlo Ginzburg, à l'origine même de la naissance de la narration, de la fabrication d'histoires et de l'écriture, puisqu'un chasseur doit parvenir à se mettre dans le mental d'une bête pour arriver à lire le livre qu'elle écrit à même le sol, et puisqu'une bête se met dans le mental d'un chasseur pour lui écrire un faux texte et un prétexte qui va le mener vers ailleurs qu'à sa présence sensible elle-même, puisque ce serait la mort pour elle. Donc il y a de très beaux textes qui ont été écrits sur ce partage de monde, sur cette empathie, sur cette projection corporelle et mentale que constitue l'expérience de la traque. Ce que je voudrais juste dire aujourd'hui, c'est que ce qui se passe aujourd'hui avec l'industrialisation du vivant, c'est qu'elle devient, cette industrialisation, le thème majeur de très nombreux romans contemporains dont je ne vais pas vous faire la liste, mais je peux vous assurer qu'il existe aujourd'hui un corpus conséquent sur ce sujet. Ces romans et ces récits prennent acte que l'animal n'est plus un être qui s'esquive, mais un être qu'on fait disparaître. Et même plus un être qu'on fait disparaître comme être sensible. Donc vous voyez la différence entre l'être qui disparaissait activement dans la chasse et l'être qu'on fait disparaître aujourd'hui. Je rappelle que paradoxalement, la Terre n'a jamais été aussi peuplée aujourd'hui d'animaux de rente, mais qui ne sont plus considérés comme des vivants. Et je pense que le fait qu'ils ne soient plus considérés comme des vivants constitue un souci, un zorg ou un zorgon pour le langage littéraire. L'objectalisation du vivant a en effet s'accompagne en effet d'une dénomination des bêtes transformées en matériel, en produits, en modèles pour les laboratoires scientifiques. Et cet acte de dénomination vise à éradiquer leur caractère sensible. Alors voilà, simplement, je pense que les écrivains d'aujourd'hui essayent d'une part de renommer le vivant et d'autre part de nommer la dénomination pour nous renouer finalement, nous relier l'être humain au socle sensible qui est le sien et qu'il partage avec les bêtes. Merci. Merci Anne. Josette. Merci.